Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde des livres de février. Alors j'ai pris des risques. J'ai invité deux personnes qui n'ont absolument pas besoin de moi pour parler ensemble. Je vais essayer de parler quand même. Charles Dantzig, écrivain et éditeur, et William Marx, très impressionnant, professeur au Collège de France. Bonjour. Alors Charles Dantzig, vous êtes là pour votre dernier roman, Paris dans tous ces siècles, chez Grasset. Je ne vais pas défiler toute votre bibliographie parce qu'on n'aura déjà pas beaucoup de temps pour parler. Alors si je défile tout, on ne va pas s'en sortir. Je voudrais quand même recommander ce livre qu'on peut trouver en livre de poche qui s'appelle « Pourquoi lire ?» Et je pense qu'on pourra en parler 2 minutes puisque ça fait écho au cours actuel au Collège de France de William Marx qui s'appelle « Comment lire ?» Et puis aussi, on peut vous retrouver dans un volume de la collection bouquins. En effet. Pas cher, pratique, bien compact. Et William Marx, vous aussi, vous avez beaucoup écrit. Vous êtes titulaire de la chaire de littérature comparée au Collège de France. Je voudrais recommander votre leçon inaugurale que j'ai lue seulement récemment, je dois l'avouer. Elle a été publiée en 2020 chez Fayard. Elle s'appelle « Vivre dans la bibliothèque du monde ». Vous avez écrit plusieurs essais, bien sûr, mais je voudrais qu'on place cette conversation qu'on va avoir sous le signe du début d'un de vos essais qui s'appelle « Haine de la littérature ». Je le lis. « La littérature est objet de scandale. Elle l'a toujours été. C'est ce qu'il a défini. Lecteur, tu es averti. Si tu ne veux être scandalisé, jette ce livre avant qu'il ne soit trop tard. Autrement, sois le bienvenu et sache que le scandale ne sera pas toujours où tu crois. » Ça vous convient, Charles Dantzig ? Ça me convient parfaitement. Oui, je suis parfaitement d'accord avec William Marx. Et les formes de haine de la littérature varient de génération en génération avec beaucoup de prestesse et d'habileté. Alors, votre roman, il est, j'allais dire, non pitchable. Parce que maintenant, on veut toujours faire des pitchs de romans. Et bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Chaque fois que je peux pitcher un roman, je me dis que je vais beaucoup m'ennuyer. Donc, évidemment, comme il est non pitchable, on ne va pas s'ennuyer. Je voudrais quand même que vous lisiez la 4e de couverture pour qu'on pose au moins le décor, qu'on sache un peu où on est. Que peuvent avoir en commun Gabrielle, galeriste quinquagénaire, amoureuse d'un homme plus jeune, son ami Victor, écrivain vieillissant mal, un escorte brésilien, un étudiant qui tente de devenir artiste, une jeune vidéaste en devenir, des provinciaux rêvant de conquête, le chat Xanax et le teckel Guillaume, un cadavre qui disparaît, un éléphant qui s'échappe. Tous se trouvent à Paris, la capitale du jugement perpétuel. Ils jugent, ils sont jugés, dans une ronde effaçant les espèces, les espaces et le temps, et où chacun mène son combat. Et alors, je voudrais aussi dire qu'on peut se faire une lecture, on peut faire plusieurs lectures de ce livre. Par exemple, on peut lire La table des matières avec attention. C'est très intéressant de lire La table des matières. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Je n'avais pas pris particulièrement garde à ça, mais que plusieurs personnes m'ont dit que de lire la table en soi était quelque chose d'intéressant. C'est comme un chapitre en soi. Et alors, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous interroger tous les deux, qui m'a très intriguée, c'est qu'il y a une autre forme de lecture de ce livre. Il y a des choses en bas. C'est des lignes, oui, entre deux lignes. Oui, entre deux lignes, il y a des phrases qui courent le long du récit et qu'on peut, quand on a fini le récit, on peut reprendre et avoir ce récit-là parallèle. C'est quoi ce récit ? En fait, j'ai tenté cela parce que le brouhaha dans la littérature, je ne le trouvais pas. Le brouhaha est une chose intéressante. Le brouhaha, on peut l'entendre dans les films, évidemment au théâtre, enfin dans des œuvres audiovisuelles, très facilement. Dans un roman, le brouhaha est très compliqué. Si, par exemple, je devais le décrire maintenant, pendant leur conversation, Josiane et Charles, un bruit de verre, machin, intervint et coupa leur conversation. Ça rompt une narration et c'est épouvantable parce que c'est au 3e plan et c'est très difficile à faire. Donc, je me suis dit, comment rendre ce brouhaha ? Et donc, chaque fois que mes personnages se trouvent dans la situation d'être en public, il y a en bas de page, entre 2 lignes, des bouts de phrases ou des phrases entières qui ressemblent à ce qu'on peut entendre quand on marche dans la rue, vous savez, et qu'on croise sur le trottoir quelqu'un et qu'un bout de phrase passe. Et ça m'intéressait pour le brouhaha en tant que tel, mais aussi parce que je pense que chaque ville a sa forme de brouhaha et que le brouhaha de Paris n'est pas celui de Montauban, New York ou Milan. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Qu'on n'est pas, d'ailleurs, plus obligé de lire, qu'on ne s'arrête réellement pour entendre ces phrases qu'on capte dans la rue. Mais comme vous dites, on peut le reprendre à la fin et on a l'arrière-plan de Paris.
Ça vous a plu, William Marx? Ah bah oui, mais c'est exactement. On a en fait le roman de Paris et le roman des bruits de Paris. Parce que ce que raconte ici Charles Dantzig, c'est quelque chose qui est en fait un grand classique de la description de la ville depuis le 15e, 16e siècle. On a des chants sur les bruits de Londres, les bruits de Paris, les cris de Paris. Et ce que propose ici Charles Dantzig, c'est vraiment le roman de cette multitude, de ce vacarme, de ce brouhaha, qui est totalement polyglotte, puisqu'il y a des phrases qui sont dans différentes langues et qui apparaissent, et qui est aussi, il faut le dire, antispéciste à bien des égards, puisque les animaux interviennent aussi au début de chaque chapitre. Il y a l'un des types d'animaux qui habitent Paris, les rats, bien connus, les mythes, les papillons de nuit, les fourmis, les chiens, les chats, tout ça, les écureuils, les oiseaux, tous sont là et prennent la parole aussi pour dire leur être dans Paris. Qu'est-ce que c'est que être dans Paris, être à Paris? Et c'est vraiment ce roman qui a essayé de trouver une forme, je crois que cette question de forme importe beaucoup à Charles Dantzig, pour dire la ville, la multitude de la ville, la polyphonie de la ville au sens, je vais citer un gros mot, de bakhtinien, quasiment le grand théoricien russe de la polyphonie dans la littérature depuis Rabelais. Il y a un côté très, très Renaissance, très Rabelais au bout du compte, dans cette manière de procéder de Charles Dantzig. Moi j'avais pensé à des modèles plus du modernisme, on peut en reparler, Dos Passos, Dublin, enfin Berlin Alexanderplatz, Manhattan Transfer. Mais en fait, il y a quelque chose qui est l'idée aussi d'une grande tradition de la polyphonie des mots, des paroles gelées dans Rabelais et qui apparaissent ici. Donc c'est vraiment une prouesse incroyable. Mais alors Paris, Charles Dantzig, parlons-en, Paris. Dans tous ces siècles, dans tous ces états, j'allais dire aussi. Je vais dire une petite chose. Je songe à mes déceptions de Paris. Cette pyramide banale comme un casino de Las Vegas, l'opéra de la Bastille et son allure d'hôpital, les Champs-Élysées molles en plein air. Et là, ce pan de mur des Tuileries tout en moellon qu'on n'a pas recouvert, le professeur dit que le génie français est la négligence. Je garderai ça pour moi. Alors ailleurs, on a aussi qu'on est à une période où l'esprit s'enfuit de Paris comme une stripteaseuse d'un congrès de talibans, que le 6e arrondissement est un EHPAD pour vieille élite. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a intriguée. Paris, au mois d'août, on traverse tout en 5 minutes. On se croirait en province, c'est sinistre. Alors ça, c'était avant Khadidja. Parce que Khadidja, c'est la mère de Paris chez vous. Ça, c'était avant Khadidja qu'on pouvait traverser Paris, même au mois d'août, en 5 minutes. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que les phrases que vous venez de citer, je les ai écrites, mais je ne les prends pas à mon compte. Ce sont certains personnages qui les disent, en particulier un vieil écrivain grincheux qui lit très mal. Parlons de ce vieil écrivain et de son fils. Eh bien, c'est un écrivain qui me semble qui pourrait faire partie, je crois, d'une catégorie, c'est-à-dire que c'est un écrivain de l'intime, c'est un homme d'une 50aine d'années qui s'appelle Victor. Et évidemment, dans mon livre, tout est concerté, y compris les noms des personnages. Et évidemment, s'il s'appelle Victor, c'est que sa vie est une défaite. Et que cet homme a eu un certain succès avec des livres un peu autobiographiques, un écrivain de l'intime, comme pouvait être Gide au début de sa carrière. Et puis, souvent, ces écrivains de l'intime, quand ils arrivent à un certain âge, ils ne savent plus quoi écrire. C'était arrivé d'ailleurs à quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était François Weillergans, et qu'ils n'avaient plus quoi écrire au bout d'un certain temps. Et donc, souvent, ces gens-là passent à la politique. Gide était ça. Gide, au bout d'un moment, quand il a eu fini son expérience intime, est passé au voyage au Congo, etc., etc. Et le mien fait ça. C'est pas si exceptionnel, mais il le fait avec l'amertume de livres qui n'ont pas marché. Et donc, il devient une chose que je crois très contemporaine et sinistrement contemporaine, c'est qu'il va sur des plateaux comme le nôtre, mais où il devient commentateur et il va ronchonner en disant le wokisme est partout, tout fout le camp, etc., etc. Ça devient, je ne veux pas le limiter à ça, parce qu'en même temps, il est excessivement cultivé. Quand il parle, il se fait des références à lui-même en permanence, à Racine et à d'autres écrivains, mais c'est une espèce de vieux schnock. Et il a un fils qui ne va pas du tout à un vieux schnock, c'est qu'il a un fils qu'on pourrait qualifier de fluide maintenant, c'est-à-dire que c'est un gamin qui, un matin, se teint les cheveux en bleu, le surlendemain se rase les cheveux, porte du vernis à ongles, est gai, est étudiant aux Beaux-Arts, et exactement le contraire de ce que voudrait son père. J'aime beaucoup la visite du père au studio de son fils. Ouais. Évidemment, il voit des yaourts bio,
pas beaucoup de médicaments, et du maquillage, ça, il ne veut même pas voir. Oui, c'est ça, mais le père a des qualités d'homme cultivé, mais d'homme cultivé qui vieillit mal et qui fait quand même des choses pas bien avec son fils. Il va fouiller dans son studio, et puis il le déshérite dans la mesure où on peut déshériter son fils. Enfin, ça se passe en réalité très, très mal entre eux. Ça symbolise aussi pour moi une certaine lutte sur la question de la masculinité qui se passe en ce moment. Mais alors tout de même, vous dites que vous ne reprenez pas à votre compte les propos un peu grincheux de certains de vos personnages, mais enfin tout de même, ce Paris qui est un personnage important de votre livre, ce Paris qu'on aime, il est quand même assez malmené de manière générale par les temps qui courent. Oui, enfin dans mon livre, pour moi, Paris est un ventre, c'est plus qu'un personnage, c'est un ventre. Pour moi, ce roman est un ventre à l'intérieur duquel tous ces personnages circulent, sont digérés, mettent des sucs et contribuent à la transformation de la ville. Donc Paris est bousculé, mais Paris l'a toujours été. Enfin, je pense aurait-il existé un studio d'enregistrement en 1670 ou quelque chose comme ça, peut-être qu'on aurait pesté parce que le roi Louis XIV venait de détruire la place Vendôme pour en construire une autre. Et comment on touche les vieilles places de Paris? Paris a toujours été... Mais au moins, on en a construit une autre. Oui, mais Paris, c'est comme la littérature. Paris est haï et en construction perpétuelle. Et d'ailleurs, un peu comme la littérature, Paris est une forme de chaos créatif. Je fais dire, et ça je le prends à ma charge, à mon personnage d'écrivain, que la France est un pays... Les Français sont désangoissés parce que la France est un pays carré. Je crois qu'il pourrait y avoir une psychologie des nations en fonction de leur conformation géographique. La France est le seul pays du monde qui soit carré, et je crois que ça crée une angoisse chez les Français, parce qu'un carré, ça se plie en 2, ça reste un carré, ça se plie en 4, ça reste un carré, puis ça peut disparaître. Ça s'est passé d'ailleurs en 40, où le pays a été plié en 2, puis en 42, il a disparu. Donc, cette angoisse du carré fait que les Français sont assez au garde à vous et qui veulent que tout marche, que tout marche droit. Et Paris... D'une certaine façon, je dirais que mon livre est un rond dans un carré. C'est que Paris, c'est cette espèce de rond qui a d'ailleurs une conformation un peu de cerveau, ça a la forme d'un cerveau, avec la Seine qui pose comme une veine au milieu. Et ce chaos créatif où toutes les imaginations du pays viennent se retrouver pour tenter de créer quelque chose. Et d'ailleurs, les gens d'ordre n'ont jamais aimé Paris. On sait très bien que Louis XIV détestait Paris, qu'il a construit Versailles, qui est l'apothéose du carré et de l'angle droit. Contre Paris, le général de Gaulle a pensé déménager le palais de l'Élysée, enfin la présidence de la République pour le mettre au bois de Vincennes. Ça n'arrête pas. Paris est une ville de chaos créatif contre un pays carré. Non, mais moi, j'adore absolument Paris, mais le chaos créatif, je ne le vois pas tellement quand je marche, mais peut-être... Peut-être. Et ça vous convient, le chaos créatif, William Marx? Je pense qu'effectivement, le carré, la France est un hexagone, hein, traditionnellement. Donc c'est un carré replié, un hexagone replié en carré. Mais c'est vrai, j'aime bien l'image de Paris comme cerveau. Le fait est qu'il y a un empilement, et c'est aussi ce qu'on a dans ce roman, il y a un empilement de toutes les idées qu'on peut avoir sur Paris, sur le gouvernement actuel de Paris, ou le gouvernement futur de Paris, parce qu'en fait, il y a un ensemble de couches de temps qui se reflètent à l'intérieur du roman. On passe de l'époque plus ou moins contemporaine à une époque plus lointaine, hein, et en fait on voit que la ville elle-même n'est faite que d'empilement de types d'êtres différents, les animaux, les êtres humains, les touristes, les Parisiens, les bourgeois. Alors on est quand même plutôt, on parle de Paris, mais enfin on est quand même plutôt dans les quartiers bourgeois ou bobos. Dans le roman, me semble-t-il, on est la rive gauche, un peu dans le 11e. Pas seulement, on va à Belleville, on va à Belleville. Pas seulement, j'ai pris garde à ça, justement que ça soit pas seulement... Mais c'est vrai que la ville est sans cesse reconstruite, et on s'étonne... Enfin, là, nous savons que... On parlait de la place Vendôme qui a été faite sous Louis XIV, mais en fait, en vérité, Notre-Dame de Paris, qui est en train d'être reconstruite en quelque sorte après l'incendie, a failli disparaître sous les coups de Louis XVI. Et c'est la Révolution qui a sauvé Notre-Dame de Paris. Sinon, Louis XVI l'aurait abattue et on aurait eu la Madeleine, ou un équivalent, à la place, un grand temple néo-gothique, enfin néo-grec, je veux dire, à la place de Notre-Dame. Donc, la ville est toujours en mouvement, et je comprends que les gens soient attachés à ce qui peut changer, et en même temps il faut que la ville ne cesse de bouger, et c'est un roman du mouvement, clairement. Ça me paraît vraiment très, très intéressant, avec des gens qui
qui portent une parole, mais qui sont en même temps des imposteurs. Charles Dantzig, tout à l'heure, parlait de Gide. Une autre référence qui m'est venue à l'esprit, c'est Les Faux Monnayeurs, quand même. C'est aussi, je trouve, c'est un roman aussi de l'imposture, hein, et du rapport à l'homosexualité, quand même, qui est présent. Il y a une sorte de traumatisme. Alors, le personnage d'écrivain, ici, Victor, est assez désagréable, beaucoup plus désagréable que ne l'est Édouard dans les Faux Monnayeurs. Mais il y a ce rapport entre les différentes générations, les différentes époques. C'est assez formidable. Mais Charles Dantzig, dans cet empilement des personnes voir lire, il y a un détail que j'ai beaucoup aimé, c'est quand vous regardez à des années de distance les noms sur les boîtes aux lettres. C'est-à-dire comment oui, la population change. Je trouve ça assez frappant. Au début, un chapitre du début du livre reproduit les noms sur les plaques de la boîte aux lettres d'un des personnages. Maintenant, au moment où l'histoire se passe, c'est 50 ans avant. Et ça, c'est très... je fais moi-même ça. Moi, où que j'aille, dans quelque ville que ce soit, je regarde les noms sur les plaques parce que ça donne des indications à la fois sur la sociologie et le romanesque d'une ville. Et quand on y va plusieurs fois, on voit les changements. Eh bien, à Paris... dans le maintenant un peu bizarre où ce roman se passe, les noms sur les plaques des boîtes aux lettres, c'est Savigno, Marx, Dantzig, Nguyen, enfin des noms très mélangés, d'origines différentes, avec parfois deux noms ensemble dont on ne sait pas si c'est un homme et une femme ou deux femmes, etc. Alors qu'il y a 50 ans, c'était Madame Vavrenier, Monsieur et Madame de Machin, avec des noms très français. Mais de la même façon, quand vous regardez un générique de film maintenant et un générique de film avec Jean Gabin, vous voyez ça. Et c'est cette simple énumération de noms, il n'y a pas besoin d'expliquer. D'ailleurs, je l'explique très lourdement, il n'y a pas besoin d'expliquer, mais ça montre aussi les changements d'une ville. Et ce que disait William Marx, c'était, je lui suis reconnaissant d'avoir soulevé ça, parce que ça se passe aussi dans plusieurs temps. Car je crois que ce qui caractérise déjà, le titre, ça s'appelle Paris dans tous ces siècles. Oui, je crois que ce qui caractérise Paris et peut-être toutes les capitales, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que je pense que Paris et peut-être toutes les capitales vivent dans plusieurs temps à la fois. On vit dans le présent, le passé, et on se projette dans l'avenir. Je ne crois pas que ça soit la même chose. Moi, j'ai vécu dans des grandes villes de province très belles et très estimables, mais par exemple à Toulouse, on vit dans un seul temps. On vit dans un présent qui est en train de se faire. À Paris, on se casse le nez sur des fantômes en permanence, parce qu'il suffit de lire une plaque sur un immeuble et on voit ici a vécu telle ou telle grande femme ou grand homme. Tout nous rappelle des choses du passé. Le présent, avec les ambitions de Paris, est en train de se faire, mais il y a aussi des projections permanentes sur l'avenir. Et c'est ça que j'ai voulu aussi montrer dans ce livre, où j'ai imaginé que... Vous savez, quand j'étais petit, moi, je pensais que le passé était dessous. Je pensais que si on soulevait le bitume, je verrais Louis XIV. Je ne suis pas si sûr d'avoir tort, parce que finalement, même symboliquement, quand on lit un livre d'histoire, on se penche, et que fait-on d'autre que se pencher, que regarder le passé. Et donc j'ai imaginé que la ville de Paris, où quelqu'un organisait ce qui s'appelle des déroulés historiques, et on enroule le bitume sur lui-même, et des rambardes en acier se soulèvent, et les Parisiens, tout à fait naturellement, s'appuient et regardent ce qui se passe en bas, une des premières scènes, et le fils de l'écrivain et une de ses amies qui se penchent près de la place des Victoires, et qui regarde Madame de Rambouillet et Malherbe en train de parler de manière tout à fait naturelle. Mais je crois qu'en fait, c'est pas très extraordinaire. Je crois qu'on fait ça en permanence. On lit un livre et on regarde Malherbe, non ? William Marx ? Oui, non. Alors, je remercie Charles Dantzig d'avoir expliqué ce qu'étaient ces déroulés qui apparaissent à l'intérieur du roman. Le fait est qu'on pourrait avoir l'impression que le roman parle de la réalité d'aujourd'hui. Et il en parle. Mais il en parle, et c'est ça qui en fait de la littérature, il en parle de manière décalée, dans un décalage permanent par rapport à la réalité que nous connaissons. Donc il y a ces déroulés qui apparaissent à l'intérieur du roman et qui sont un peu mystérieux par rapport à ce qu'on imaginerait. Il n'est pas jamais question de Anne Hidalgo ou Rachida Dati dans le roman, mais il y a une certaine maire de Paris qui s'appelle Khadija, qui est un mélange invraisemblable ou improbable des deux. Donc on est dans une sorte d'utopie. Même le nom de... on a dit les animaux, ils parlent, mais il y a même les prénoms sont un petit peu en décalage. Timothée, au lieu d'avoir le H qu'on a dans le dernier...
T à la fin, on a le H au début. Et je ne fais pas injure à Charles Dantzig en pensant qu'il sait très bien comment on écrit Timothée habituellement. Mais j'ai l'impression que ce décalage-là, il est là pour nous dire qu'on est dans quelque chose qui est un tout petit peu à côté. Et c'est très troublant, en fait. On est dans une sorte de rêve qui n'est pas un cauchemar, mais vraiment un rêve, une illusion, une réalité parallèle qui est celle même de la littérature. Et je crois que c'est un très bel hommage à la fiction, d'avoir créé à la fois quelque chose qui représente notre monde, mais qui le représente un tout petit peu à côté. Et c'est ce qui en fait la force. Mais moi, une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment, vraiment ce livre, c'est que quand je le lisais, je pensais à ce que me disait souvent Philippe Roth, c'est-à-dire plus personne ne comprend la fiction. Et c'est vraiment une fiction, c'est une vraie fiction. Oui, je crois, j'ai essayé, je pense que c'est une vraie fiction. Et effectivement, on vit un moment un peu compliqué pour la fiction. On vit un moment envahissant de littérature de témoignages, de littérature de sujets. Et quand vous disiez que mon roman n'était pas pitchable, moi, ça m'enchante parce que la littérature de sujet, ça me terrorise à partir du... Enfin, pour moi, la littérature, et William Marx parlait de la forme tout à l'heure, et c'est pour ça d'ailleurs que dans ma page du même auteur, je dis pas roman ou poésie, mais je dis forme de roman et forme de poésie. Je pense que le vrai sujet de la littérature, c'est sa forme. Et si je peux être pompeux, je pense que le vrai sujet de mon livre, c'est sa forme. Soyez pompeux. Je pense que le vrai sujet de mon livre, c'est sa forme, mais comme le vrai sujet de tout bon livre, c'est sa forme. Ce que ça raconte, une narration, au fond, une narration est une espèce de colonne vertébrale qui permet de créer autour des chairs comme on le veut, mais c'est pas, la narration est une idée un peu puérile. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est la façon de raconter. Écoutez, si je pourrais vous donner un exemple de sujet. Voici l'histoire d'une femme de, mettons, 45 ans qui devient amoureuse de la fille du premier lit de son mari qui a 17 ans. Et là, on se tape sur les cuisses parce que c'est le sujet d'une bonne comédie de la fin du 19e siècle en France. Mais c'est aussi le sujet exact de la plus ravissante tragédie que nous avons en France et qui est Phèdre. Donc c'est pour vous dire que le sujet, quelle importance est le sujet par rapport à la façon de le traiter. Ben justement, au tout début de l'émission, je parlais de votre livre, Charles Dantzig, qui s'appelle « Pourquoi lire ?» et William Marx, votre cours de l'année au Collège de France, c'est « Comment lire ?» Oui, parce que, ne viennent au cours en général que ceux qui déjà sont plutôt des lecteurs. Donc j'ai pas à les convaincre de pourquoi lire. En tant que compagnie, on avait fait du reste une leçon inaugurale, sa leçon inaugurale il y a en 2005, je crois, sur pourquoi la littérature. Et donc là, je m'intéresse plutôt au comment, à la manière de faire. Mais c'est aussi parce que il me semble qu'aujourd'hui, et c'est ce que disait Charles Dantzig à l'instant, la question de ce qu'est la littérature vraiment est de moins en moins comprise par les lecteurs, par les médias. Et parfois par les écrivains eux-mêmes, et c'est ça qui est un peu plus embêtant. C'est-à-dire que l'idée que la forme est primordiale dans l'écriture et que c'est moins le message au bout du compte qui compterait, est quelque chose qui est de moins en moins compris. Et donc on assiste dans l'université en particulier, ça nous vient beaucoup des États-Unis, à tout un processus de développement de lecture que je dirais inquisitoriale en vérité des textes, qui consiste à ne pas rentrer en empathie avec les textes, à comprendre ce qu'ils veulent nous dire, nous apprendre, à savoir des mondes différents, mais à essayer de les mettre sur le lit de Procuste de nos attentes idéologiques d'aujourd'hui, et à refuser absolument d'entrer dans leur fonctionnement. Donc on a des étudiantes et des étudiants qui protestent parce que à l'université Columbia à New York, on leur fait étudier dans les premières années les métamorphoses d'Ovide. Et une étudiante a protesté, c'était il y a quelques années, en disant mais c'est pas possible, on veut pas lire ça parce que il y a des scènes de viol dans les métamorphoses d'Ovide. Effectivement, il y a beaucoup de dieux qui violent, soit des humaines en général, soit parfois aussi des jeunes gens. Et donc, Et donc, il y avait une incapacité à essayer de comprendre ce qui se passe là, à savoir une représentation par Ovide, alors sous une forme un peu érotique, c'est vrai, mais de représentation de la relation du divin, de la toute-puissance du divin sur l'être humain. Et donc, mais ce mécanisme d'entrer dans un autre type de pensée, dans un autre type de représentation, est de plus en plus difficile à faire comprendre. Et c'est un peu ça que j'essaye de défendre dans ce cours du Collège de France. Mais est-ce que vous, pardon, Josiane, est-ce que ça, vous ne pensez pas que ça participe du narcissisme contemporain, c'est-à-dire que
on juge en fonction de ce qu'on vit maintenant et le substrat culturel et ce qui existait avant n'a aucune importance. C'est ce que je ressens maintenant qui doit être le critère de jugement. Je dirais qu'il y a quelque chose de narcissisme. Je parle souvent de présentisme. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme progrès politique et moral quand même dans l'histoire de l'humanité, on peut le dire quand même. Il y a beaucoup plus de liberté d'expression. Les droits des gens sont beaucoup plus respectés, les droits des minorités. Et ça, c'est absolument formidable. Et donc, je ne suis pas contre, au contraire. Je suis pour ce progrès qui vient des Lumières, etc., du christianisme aussi beaucoup plus lointainement, et même du judaïsme, dans les prophètes. Enfin bon, puisque nous sommes sur RCJ. Donc on peut remonter loin. Il y a vraiment une sorte de progrès moral, je pense, de l'humanité. Mais il ne faudrait pas que ce progrès moral nous empêche de comprendre le chemin qui nous a permis d'arriver ici. Et je crois qu'à force de vouloir que les textes soient absolument parfaits d'un point de vue moral et idéologique, on s'empêche de lire la littérature du passé. Donc, Charles Dantzig parle de narcissisme. Moi, je verrais beaucoup une sorte de présentisme, c'est-à-dire l'impossibilité de comprendre qu'il y a eu un autre monde avant nous. Alors, le roman de Charles nous montre qu'il y a eu d'autres mondes et qu'il y aura d'autres mondes. Et je crois qu'il est vraiment important de comprendre la diversité, les altérités. Si on commence à vouloir que les textes soient tous parfaitement respectueux des femmes, des homosexuels, des différentes races, il ne sera plus possible de rien lire de qui que ce soit. Les plus grands noms de la littérature, dans toute la littérature, vont tomber, et sont parfois déjà en train de tomber les uns après les autres. Et moi, je ne voudrais pas me priver de Shakespeare ou de Victor Hugo. Tout ça vient du fait très simple que la littérature est tuée par le littéral. Voilà, quand on prend les choses au pied de la lettre est tuée. Ça ne veut rien dire prendre les choses au pied de la lettre, et ça participe de ce que vous disiez tout à l'heure, Josiane. Sur la fiction, au-delà, c'est une espèce d'incompréhension de ce qu'est l'imagination. C'est-à-dire que maintenant... Et aussi une lecture totalement ahistorique des choses. Aussi. Mais l'imagination, maintenant, quand vous voyez ce que sont les listes des meilleures ventes dans la fiction, maintenant, nous avons la dark romance, la romance mythologique. Ça veut dire que pour une quantité considérable de gens, l'imagination, c'est avoir une trompe au milieu du nez, la déesse Vénus qui prend une navette spatiale et des choses complètement aberrantes. Or, l'imagination, pour moi, n'est pas du tout une aberration. L'imagination, c'est pas n'importe quoi. L'imagination d'un écrivain, c'est pour moi l'étude de la probabilité la plus fine possible de ce que pourrait faire une personne ou un personnage. C'est une étude de probabilité, l'imagination. Et c'est pour ça que l'imagination telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être, n'est pas comprise dans un monde qui est littéral et qui juge en fonction de son moi, et ce qui m'arrive est le critère de jugement. Mais en effet, quand je regarde la liste des meilleures ventes, je me dis, où est le premier écrivain ? Et je descends, et c'est loin. Oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Charles Dantzig, à savoir cette question du littéralisme qui nous renvoie aux questions du fondamentalisme, qui traverse au bout du compte la société, est un peu le grand mal d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a perdu deux types de lecture en vérité. La première lecture, c'est, j'en parlais à l'instant, c'est-à-dire la lecture historique, philologique, celle qui permet de comprendre ce qui s'était dit et qui effectivement ne correspond pas à des valeurs qui sont les nôtres. Il faut au moins accepter qu'il y ait cette altérité-là, historique-là. Donc ça, en principe, c'est l'université qui le fait. Et puis, il y a un autre type de lecture qui, elle, est accessible à tous. Et qu'on a toujours fait, alors qui a été plus ou moins formalisée à différentes époques, c'est la lecture qu'on pourrait dire allégorique. C'est-à-dire essayer à partir d'une littéralité que l'on voit, essayer de comprendre comment ce texte peut s'appliquer à nous et nous dit quelque chose de nous, alors même qu'il semble émaner d'un monde totalement différent. Et donc, ce sont les deux voies que j'essaie d'explorer au bout du compte dans ce cours Comment lire. C'est à la fois, évidemment, la question la question, le côté un peu centrifuge, c'est-à-dire aller vers d'autres mondes, mais en même temps le côté centripète, c'est-à-dire par l'allégorie, faire revenir des textes. Les pères de l'Église avaient beaucoup fait en lisant les auteurs païens et en essayant d'y voir un message chrétien, alors même qu'ils émanaient d'autres mondes que le leur. Et c'est ce qu'il faut apprendre. C'est ce qu'il faut apprendre aux jeunes lecteurs, aux jeunes lectrices partout, dans toutes les religions au bout du compte. Et ne pas lire non plus les textes sacrés de manière littérale, mais essayer de voir comment, derrière la littéralité d'un texte, en fait, le texte du Coran, de la Bible, de l'Ancien Testament, etc., nous
dit des choses sur nous qui sont tout à fait encore valables pour nous, sans vouloir, et qui ne sont pas contraires aux données morales qui sont les nôtres. Les gens qui le comprennent le mieux, peut-être, sont les gens qui vont au théâtre. Parce que les gens qui vont au théâtre continuent à aller voir Sophocle, Euripide, enfin, si tant est qu'on représente Euripide, mais enfin, aller voir des pièces de théâtre anciennes, et c'est resté encore assez naturel, même si, évidemment, il y a des mises en scène, blablabla, qui tentent de moderniser. Mais ça, je trouve que chez les spectateurs de théâtre, cette proximité assez naturelle avec la chose ancienne, et qui comprend que Échille peut nous dire quelque chose de nous en 2024, ça, c'est encore, ça existe encore, pour ne pas être complètement pessimiste. Mais alors, William Marx en a parlé, mais je veux qu'on en parle un peu plus. Les animaux. Comme vous l'imaginez, le chat Xanax a ma préférence, ne serait-ce que par son nom. Il s'appelle Xanax, évidemment, parce qu'il est très énervé et qui griffe les rideaux et qui déchire. C'est très humiliant de haleter comme un chien. Voilà. Ça, c'est terrible. Terrible et qui... En fait, j'ai mis des animaux dans mon livre parce que je trouvais très dommageable que la littérature animalière, si je puis dire, soit réservée à la fable et aux enfants. Moi, ça m'a toujours amusé. Un des premiers livres que j'ai lu, c'était un album du Père Castor, qui existe toujours et que je recommande à tout le monde, et qui s'appelle Un amour de petite souris, et qui est l'histoire d'une petite souris qui est amoureuse d'un souriceau qui n'est pas de sa condition, et puis ils finissent par se marier et prendre un hélicoptère. Et j'ai d'ailleurs compris que bien plus tard, que si j'avais une passion pour Max Jacob, c'est parce qu'elle s'était éveillée comme ça par cet album pour enfants qui s'appelait Un amour de petites souris, parce que dans Max Jacob, les souris prennent des hélicoptères. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi on séparerait les humains des animaux. C'est un livre qui... Donc, je fais parler les animaux très souvent au début de chapitre. À chaque personnage est assigné un animal, et c'est l'animal qui parle, mais qui sert à dire quelque chose. Il n'est pas là juste pour être là et amuser les gens. C'est-à-dire que le chien de l'écrivain est là... Qui s'appelle Guillaume parce que l'empereur Guillaume II adorait les teckels et c'est un teckel. Le chien Guillaume est là pour révéler les mensonges et les menteries que peut dire l'écrivain, et en même temps lui-même a une personnalité. Si on le lit attentivement, on peut s'en rendre compte qu'il fait partie de l'espèce des répéteurs. Vous savez, il y a des gens comme ça, vous leur dites une chose le lundi, puis vous les croisez le mardi, ils vous répètent la chose que vous leur avez dite comme s'ils l'avaient inventée. Et mon chien est un peu comme ça. Et ces animaux sont là, et ils ont leur vie. Et ils ont leur vie à côté, leur vie tout à fait légitime. Le chat Xanax va faire des canailleries avec des chats de mauvaise vie du 13e arrondissement. Xanax, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'on n'a pas parlé du personnage qui est lié à Xanax, Gabriel. Le personnage qui est lié à Xanax, c'est une galeriste qui est une amie de l'écrivain Grincheux, qui est une galeriste d'une 50aine d'années et dont la caractéristique est qu'elle fait partie d'une famille de femmes. Il y a l'histoire de sa grand-mère, sa mère, sa fille dans le roman. Sa fille est l'amie du fils de l'écrivain. Et parce que je trouve que moi, ça m'amuse, les familles de femmes. Vous savez, il y a des familles où les femmes font des enfants, elles adorent les hommes, et puis elles se débarrassent des types en vivant, ou seules, ou avec d'autres hommes, etc. Et ça fait des clans de femmes. Et si je peux dire un secret, je ne voulais pas le dire, mais enfin je vais vous le dire parce que c'est vous, Josiane, c'est que dans je vous disais que tout est justifié dans mon roman, cette femme s'appelle Matromère, qui est un nom assez peu français. Et en fait, c'est le mélange des lettres du mot Mortemart, parce que pour moi, elle participe de ce que Saint-Simon et Voltaire ont révélé de l'esprit des Mortemart, vous savez, de la famille de Madame de Montespan, qui était toute très spirituelle et très amusante. Donc voilà la raison de la du nom. Mais c'est un secret qu'il fallait révéler, absolument. Ouais, enfin, ça n'est en tout cas. Et donc, cette femme est à la fois une galeriste d'art contemporain, et elle est sans mari, et elle vit une période que vivent, je crois, certaines femmes à un certain âge, c'est-à-dire qu'elle est un peu flottante, et elle entretient une relation un peu basse à son estime avec un homme plus jeune qu'on ne voit jamais, qu'on entend juste derrière des portes et dont on entend parler en permanence, qui est une espèce de jeune ambitieux, arriviste de Paris, qui est beaucoup plus jeune qu'elle couvre de cadeaux, et elle est assez malheureuse parce qu'elle voit bien qu'elle se manipule elle-même, et elle a peur que ce soit sa dernière histoire d'amour. C'est pas votre genre, hein. Pas tellement. C'est pour ça que je préfère Xanax. Mais William Marx, vous avez à plusieurs reprises justement parlé de ces animaux dans le roman. Ça vous intéresse particulièrement qui est ces animaux? Je trouve intéressant, et c'est ce que peut faire la littérature, de donner une voix à ce qui n'a pas de voix.
les animaux ont des cris, hein, clairement. Et maintenant, on est en train de déchiffrer plus ou moins l'expression. Là, ils ont de très belles voix. Là, ils ont de très belles voix. La danse des abeilles, etc. Et d'autres animaux dont ils s'expriment. Et maintenant, toutes les vidéos qu'on trouve sur Instagram nous montrent que les animaux ne sont pas les animaux machines que croyait Descartes. Mais je crois que une chose que peut faire la littérature, c'est précisément nous dire des choses, nous faire entendre des sentiments, des émotions, des discours que la science ne pourra jamais nous donner. Et donc, je trouve que là, il y a là un effet qui fait de ce roman aussi quelque chose qui est de l'ordre de la poésie. Il y a du reste de la poésie à l'intérieur du roman. Il y a cette forme diverse, c'est-à-dire l'idée de donner la parole, de donner des mots à ceux qui n'y ont pas droit obligatoirement. Et ça m'intéresse beaucoup, la façon dont, dans l'histoire de la littérature même, on a donné la parole aux animaux. Charles Dantzig parlait à l'instant du côté fable. Justement, la fable qui doit être lue de manière allégorique. Ça nous ramène à cette histoire de la manière de lire. Mais il se trouve que sur une radio concurrente, j'ai passé un été avec Don Quichotte, et bientôt sortira le livre là-dessus. Mais ce qui m'avait beaucoup frappé en lisant le Don Quichotte de Cervantes, c'est la place énorme qui est donnée aux animaux. Alors les animaux ne parlent pas dans Don Quichotte, mais ils ont des émotions extrêmement fortes. Ils sont des personnages aussi présents que Don Quichotte ou que Sancho Panza, en particulier le cheval Rocinante et puis le grison de Sancho Panza. Et cette capacité des animaux à faire des scènes eux-mêmes, ils ont leur propre scène comme des personnages. Je trouve que c'est une sorte de progrès de la littérature. Je crois que la littérature a toujours pour ambition de manger sur le réel, de faire en sorte que des espaces du réel qui n'étaient pas jusqu'ici pris en charge par l'écriture le deviennent à un moment ou à un autre. Cervantes le fait dans Don Quichotte. Je crois qu'il donne une place aux animaux comme personne d'autre avant lui ne l'avait fait, et de manière réaliste. Et d'une certaine manière, Charles Dantzig le fait aussi ici dans ce roman, en intégrant au même niveau que les autres personnages, des personnages d'animaux. Je crois que c'est ça, c'est l'une des missions de la littérature. C'est effectivement, c'est de faire entrer tout le réel, celui qui était le plus extérieur, à l'intérieur même du domaine de l'écriture. Charles Dantzig ? Je suis tout à fait d'accord avec William Marx. J'écris dans un autre livre que la littérature est une forme d'impérialisme. En tout cas, la littérature de fiction. Je pense que la littérature s'accapare des territoires que la vie se cache à elle-même. Et que la grande conquête de la littérature, c'est ça. Par exemple, je crois que le premier personnage de handicapé mental, et je présume que des handicapés mentaux, il y en a depuis la naissance de l'humanité, le premier personnage de handicapé mental a été créé seulement en 1929 par William Faulkner dans Le bruit et la fureur. Enfin, il y a quelques handicapés dans Zola, mais c'est des handicapés légers, c'est pas la même chose. Donc, et c'est une chose énorme, c'est une conquête énorme. En plus, il lui donne la parole, évidemment, à cet handicapé mental, et c'est ça qui est passionnant. Et dans mon livre, j'ai donné la parole aux animaux parce que c'est aussi, pour moi, une façon de réfléchir sur la façon, à mon avis, excessivement barbare dont nous traitons les animaux. Et les animaux protestent d'ailleurs dans ce livre, tout en étant imparfaits. D'ailleurs, il y a un colloque d'insectes dans un arbre du jardin du Luxembourg, et on voit bien que les animaux se contredisent eux-mêmes. Mais j'ai essayé aussi, sans le souligner, de faire gagner quelque chose aux animaux dans ce livre par le lexique. C'est-à-dire que nous, êtres humains supérieurs, avons décidé qu'à de très rares exceptions près, les animaux ne méritaient pas d'avoir le même lexique que nous pour les décrire. Nous avons des jambes, ils ont des pattes, nous avons une bouche, ils ont une gueule, etc. Dans mon livre, les animaux, à aucun moment n'ont de gueule, de pattes, ils ont exactement le même lexique que les êtres humains. Et c'est quelque chose que j'ai très intentionnellement voulu faire pour les approcher de nous et les traiter de manière, je ne peux pas dire humaine, de manière... leur donner leur existence. Et il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé et qui me réjouit dans ce livre aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Il y a une vision humoristique des personnages, de la société. Par exemple, les exilés du Perche, moi, m'enchantent absolument. Et finalement, c'est aussi de plus en plus rare, l'humour, dans la littérature.
L'humour et la joie. Oui, la Parce Marx. que le livre est fondamentalement joyeux et allègre, au bout du compte. On s'ennuie jamais. Même s'il y a des personnages qui sont méchants, hypocrites, etc., au bout du compte, on est emporté par le sentiment de joie. Alors, la réalité elle-même est plutôt triste autour de nous. Hein, et comme on le voit, il n'y a pas besoin de citer d'exemples ici. Mais je trouve que, justement, dans la joie, la gaieté, l'humour, le comique, ont quand même relativement mauvaise presse aujourd'hui. La littérature d'aujourd'hui, elle est quand même minée par l'esprit de sérieux. Je pense que quelqu'un comme l'un des grands écrivains qui nous a quittés récemment cet été, Milan Kundera, était quelqu'un qui avait, l'un de ses premiers romans, celui qui, La plaisanterie. La question de l'humour du comique, elle est fondamentale dans le rapport que nous avons à l'expression littéraire. Et c'est aussi ce qui m'avait plu dans Cervantes et dans Don Quichotte. C'est cet humour, ce comique permanent. Je comprends qu'il faut des œuvres qui parlent de choses très tragiques et il faut parler de tout. Mais il ne faut pas délégitimer ce rapport au réel que permet la littérature, qui est le rapport du jeu. Le jeu, J-E-U, pas le narcissisme dont parlait Charles Dantzig à l'instant, mais le jeu, c'est-à-dire le côté ludique. On joue avec les formes, on joue avec les mots, parce que justement, c'est ce jeu, c'est au bout du compte, ce qui rend la vie plus vivable, ce qui rend la vie digne d'être vécue au bout du compte. Parce que la réalité, elle est malheureusement triste, elle finit toujours de toute façon par la mort, etc. Donc on sait trop bien comment elle finit et comment le mal, la maladie est toujours là. La littérature est un espace de liberté, de plaisir qui nous est offert, et de jeu avec les choses, par l'allégorie par exemple. Et donc voilà, je suis très, très reconnaissant aussi à ce que fait Charles Dantzig de défendre cela. Charles Dantzig ? Moyennant quoi, il y a aussi des choses lugubres qui se passent dans mon roman. Je ne vais pas tout dire, mais enfin, il y a une scène de mort assez... Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et je ferai, par rapport à ce que vient de dire William Marx, je ferai une distinction entre l'humour et le comique. L'humour, L'humour, je ne fais pas exprès, c'est comme je suis. Auprès de tout, c'est ma manière de prendre le monde et je le prends comme ça. Et je pense que par moment, pour prendre un vocabulaire musical, on peut dire des choses du mode majeur sur le mode mineur et que ça porte d'autant plus. En réalité, moi, je n'aime pas beaucoup l'humour. Ce que j'aime, c'est le comique. Je me méfie beaucoup de l'humour. L'humour, c'est souvent l'explication des gens forts qui ont fait une chose pas bien pour se justifier. Il m'a toujours frappé que Donald Trump, après avoir dit ou fait une saloperie, et d'ailleurs, sans aller jusqu'à Donald Trump, nous sommes dans une émission littéraire, prenons mon cher ami Louis-Ferdinand Céline. Chaque fois que Louis-Ferdinand Céline disait une saloperie, il se défendait dans une interview en disant « on ne m'a pas compris, je faisais de l'humour ». Et l'explication par l'humour est toujours un peu douteuse. C'est pour ça que je n'ai pas une grande passion pour quelqu'un comme Molière, qui est quelqu'un qui, en tout cas, il a écrit des pièces comiques qui sont des chefs-d'œuvre, mais dans ses pièces humoristiques, sont des pièces assez méchantes et au service du pouvoir. Pour moi, Le bourgeois gentilhomme est une pièce relativement abjecte, qui est pleine d'humour. En revanche, dans la distinction que j'en fais, le comique est une chose très différente. Rabelais, que citait William Marx, est un grand écrivain comique, parce que dans le comique, il n'y a pas cette notion de condescendance et de service d'une cause. Le comique est une façon globale de voir la vie et de la bousculer par de l'énormité. Et sans aucune condescendance et sans aucune ironie. Je ne crois pas qu'il y ait de l'ironie dans mon livre. S'il y a de l'humour, en réalité, j'en suis désolé. S'il y a du comique, je préfère. Tant pis pour vous, mais il y a du comique. Alors peut-être on ne s'est pas entendu sur les mots. Qu'est-ce que vous en pensez, William Marx, l'humour, le comique ? Non, effectivement, il y a une distinction qui est intéressante, de faire. Je pense que le comique, comme disait Bergson, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Je crois que le comique nous renvoie à une condition humaine générale, c'est-à-dire personne n'est parfait. Il y a des choses qui nous arrivent que nous ne maîtrisons pas, et ce côté marionnette que nous pouvons avoir dans toutes circonstances, c'est quelque chose qui est foncièrement comique. Alors que l'humour, effectivement, on pourrait parler de l'ironie aussi, qui est un terme qui est de plus en plus galvaudé, ou l'ironie de moins en moins comprise, et qui essaie de partager un message sur la réalité, tout en gardant une certaine connivence avec le lecteur. L'ironie ne peut pas être comprise si le lecteur ne partage pas les attendus de celui qui l'utilise. Et c'est pourquoi Voltaire est de plus en plus incompréhensible aujourd'hui. Je pense que l'ironie a été à peu près définitivement tuée par les émoticônes. À partir du moment où on a créé... non, mais c'est vrai. Dans les émoticônes, il y a un point d'ironie.
C'est-à-dire le point virgule suivi d'une parenthèse, ça veut dire je plaisante et je fais de l'ironie. Et à partir du moment où on dit je fais de l'ironie, il n'y a plus d'ironie. Et ça, c'est terrible. C'est d'ailleurs une intention qu'avait eue Raymond Queneau. Il avait tenté le point d'ironie, ce qui me paraissait catastrophique. Heureusement, comme c'est de la littérature, personne n'a fait attention et ça n'a pas suivi. Mais les émoticônes sont dramatiques et parce que c'est répandu dans des milliards de personnes. Donc la notion même d'ironie est tuée par ce signe. Charles Dantzig, est-ce que vous pouvez ouvrir votre livre à la page 254 ? Avec plaisir. Et commencer à lire ce qui se trouve tout en bas et vous arrêter quand vous voulez. Avec plaisir. Ce qui commence par l'amour ? Bien sûr. L'amour est la projection d'un désir de possession sur une personne qui, bien souvent, n'y pense pas. Elle peut en être flattée et alors, la vanité cède au désir et il y a équilibre de défauts. Ce tyran et de l'un et de l'autre, l'aimant et l'aimé, emprisonne davantage le tyran aimant qui ne peut se défaire des chaînes de flammes l'entourant. L'aimé tyrannisé peut mieux calculer. Si l'amour se réalise, il est pendant quelques mois, peu d'années, une exaltation des corps et d'un égoïsme à deux. Après, l'amour devient ennui. Il paraît qu'il faut savoir en supporter une longue période pour qu'il redevienne supportable. Comment appeler cela l'amour ? Puisque l'amour a pour caractéristique d'être insupportable. Et cela dans les deux sens, insupportable douloureux et insupportable vorace. Dans tous les cas, l'amour est une tyrannie. Commentaire ? Je suis d'accord. William Marx. Il y a du moraliste chez Charles Dantzig. C'est un peu à La Rochefoucauld aussi, à certains égards. Dieu m'en garde. Mais oui, non, mais il y a toujours... C'est dans la forme qui est utilisée par le roman, comme dans beaucoup d'autres écrits de Charles Dantzig, il y a l'idée, il y a évidemment le mélange de textes prosaïques et de textes qui ne sont pas du verbe, qui sont de la poésie, mais il y a aussi l'idée de mélanger la fiction, le récit et l'essai. Et là, cette forme d'essai, de maxime, elle est quand même très présente aussi à l'intérieur du roman. Et c'est ce qui fait c'est quelque chose que j'aime, moi, dans alors, on parlait de modernisme, enfin, c'est moi qui en parlais, mais tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très moderniste, c'est-à-dire nous renvoyer à cette période d'innovation, de révolution des formes qu'on avait avec Dos Passos. Mais j'ai un poète que j'adore, c'est T.S. Eliot, justement. Parce que dans T.S. Eliot, on a justement à la fois la poésie et puis la pensée, la maxime qui sont là dans les plus grandes œuvres de Wasteland ou The Four Quartets. Et d'ailleurs, dans Wasteland, il y a une chose que moi je trouve formidable, c'est qu'il y a aussi du vocabulaire trivial. Oui. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire, enfin, T.S. Eliot n'a pas inventé de mettre du vocabulaire trivial dans la poésie, mais il le fait de manière très très singulière, sans le marquer. C'est parmi les vers sérieux, tout d'un coup, il y a deux femmes dans un bordel qui parlent et dans un registre de vocabulaire très très grossier. C'est ça qui est passionnant et que j'aime chez Eliot et chez aussi les modernistes, William Marx a raison, c'est que ce sont des gens qui ont cassé les genres. Moi, je ne crois pas aux genres. Je ne crois même pas aux genres romans, je ne crois pas aux genres poèmes, je ne crois pas aux genres théâtre. Je crois que ça, ce sont des catégories inventées pour nous simplifier la vie, parce qu'il faut ranger les choses dans des tiroirs et que c'est plus facile. Mais en réalité, ça n'existe pas. Je crois qu'il existe un seul art qui prend des formes diverses, qui peuvent être le roman, la poésie, mais je crois qu'à la fin, il n'y a pas non plus de différence essentielle entre un roman et un tableau, entre un film et une pièce de théâtre. Alors, il y a une phrase sur l'amour qui n'était pas dans le passage que vous avez lu, c'était « Je t'aime, ça veut dire appartiens-moi ». Mais souvent, non. Souvent, c'est pour ça que j'employais ce mot, et puis j'employais ce mot vorace dans le passage que vous m'avez fait lire, mais c'est ça. Et la chose fascinante, et je crois dans quelque langue que ce soit, c'est que « je t'aime », ça commence par « je ». C'est pas « aime-moi ». C'est pas... Enfin, peut-être que j'imagine qu'il doit exister des langues qui commencent par « toi, j'aime ». Mais... Je crois qu'en japonais, on dit plutôt il y a de l'amour entre nous. C'est un peu... c'est pas mal. C'est plus impersonnel. Alors, il y a un sujet qui nous reste un peu de temps pour aborder. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'était sur un moment où un des personnages dit « Soyez homo, il y a chez nous un égalitarisme qui s'applique à tout. Et jamais un hétéro de 50 ans ne pourrait être ami avec un garçon de 20. » C'est vrai ? Je le fais dire à un des personnages, mais je le pense. Je crois que réellement... Un des jeunes. Bien que la jeunesse soit démodée, comme l'avenir. N'est-ce pas ? Hélas, oui. C'est dans le livre. Oui, l'avenir, c'était mieux avant.
Je crois que là c'est le cas d'un jeune garçon de 20 ou 22 ans et qui est ami avec un prof de droit de 55. Et je ne suis pas sûr que ça puisse se faire aussi naturellement chez des hétéros parce que les rapports de puissance et de domination sont beaucoup plus troublés. Vous voulez dire la fameuse emprise dont on parle beaucoup aujourd'hui? Pas seulement ça, Je ne parle pas de sexualité là, je parle de fluidité dans le sens le plus général du terme, des rapports sociaux qui vient peut-être du fait d'une très ancienne persécution, d'une obligation très ancienne de se cacher qui est restée dans les habitudes et qui fait que entre soi c'est plus simple. Enfin, je crois réellement, pour l'avoir éprouvé d'abord, puisque l'avantage d'être homosexuel, c'est qu'on expérimente aussi la société hétérosexuelle. Dans l'autre sens, c'est beaucoup moins courant. Les hétérosexuels ont moins l'expérience de la société homosexuelle et même pas du tout. Donc moi, je le vois bien et j'ai toujours vu cette égalité plus grande. Et je n'en fais pas un drapeau disant c'est mieux, soyez ci, soyez ça. Mais je pense profondément que c'est comme ça. William Marx, vous pensez la même chose? Oui, du reste, je l'ai plus ou moins écrit dans un livre que j'avais écrit sur le sujet, Un savoir gay, où je parlais de cette expérience-là. Il me semble qu'effectivement, le fait que les homosexuels, quand ils se découvrent, en particulier dans leur famille, etc., découvrent quelque chose qui n'est pas admis d'abord parce que la plupart des homosexuels naissent dans une famille hétérosexuelle. Donc, ils découvrent un sentiment qui les fait sortir de leur famille et qui leur fait explorer des chemins de traverse, au bout du compte. Et donc, on est amené à sortir de son milieu social, de sa classe sociale. Et effectivement, je crois qu'il y a là la possibilité de traverser les cases qui nous sont imposées par la société sociale, générationnelle, beaucoup plus facilement, me semble-t-il, que dans l'hétérosexualité, parce qu'il n'y a pas, effectivement, Charles Dantzig le disait, il n'y a pas ce caractère d'emprise, de domination d'un sexe sur l'autre. Il y a d'autres effets de domination culturelle, sociale qui peuvent jouer, mais enfin, il y a cette liberté-là qui est donnée. Parce qu'on va chercher aussi de la ressemblance ailleurs. C'est-à-dire qu'un enfant noir qui subit le racisme a quand même des parents noirs. Et donc peut-être que c'est à cause de ça. Alors, je vois qu'on aura compris quand même qu'il faut absolument lire Paris dans tous ces siècles. Je crois qu'on a un peu exploré ce livre, mais pas assez quand même, finalement. Il aurait fallu encore beaucoup plus de temps. Et alors, il y a une autre phrase de William Marx sur laquelle je voudrais conclure. Bien pire, en effet, que la haine de la littérature serait l'indifférence. Au Dieu ne plaise que son temps arrive. J'espère qu'on n'en est pas là. Non, j'espère que non. Mais les polémiques, heureusement, ravivent l'intérêt pour la littérature, en bien ou en mal. Donc, s'il y a des polémiques, c'est que la littérature est encore vivante, et ça, j'aime bien. Polémique? On devrait s'engueuler un peu. Ben, qu'est-ce qu'on a sur quoi s'engueuler? Il est 11h55, on est obligé de s'arrêter. On ne peut pas s'engueuler. D'ailleurs, on n'en avait pas envie. Je vous remercie tous les deux. C'était vraiment un plaisir de vous avoir à ce micro.